Bienvenue dans cette présentation de The Few and Cursed, un jeu d'aventure dans un Far West post-apocalyptique envahi par toutes sortes de créatures, des démons, des zombies. Les joueurs incarnent des chasseurs de primes à la recherche de la renommée, comme il se doit. Ils vont devoir parcourir la région de San Andreas, présentée par le plateau, à la recherche d'objets légendaires, de hors-la-loi, de monstres à éliminer, afin évidemment de gagner le plus possible de points de victoire. A noter que le jeu peut également être joué en mode coopératif ou solitaire. Donc chaque joueur va avoir à sa disposition un plateau personnel sur lequel il va venir poser sa carte de personnage que l'on aura pioché au début de la partie. Chaque personnage est différent. Il va commencer la partie avec des traits qui sont différents. Ici, on va avoir les points de vie, les munitions, le seuil de malédiction, on y reviendra un peu plus tard, qui va être aussi important dans la partie et dans le jeu. Donc avec un curseur qui va pouvoir bouger en fonction du niveau du trait. On va avoir aussi un certain nombre de positionnements de cartes. On va pouvoir mettre le job qu'on va faire, les équipements qu'on va pouvoir avoir en main. Et enfin, le deck personnel du joueur et du personnage que l'on va jouer pour faire toutes les actions que l'on détaillera un peu plus tard. Donc chaque joueur, chaque personnage a son propre deck de départ qui va venir alimenter avec la pile d'amélioration qui est sur le côté. On va en piocher à chaque tour avec des cartes qui sont évidemment un peu plus puissantes que le deck de départ et qu'on va ajouter, qu'on sera amené à rejouer au fur et à mesure. De l'autre côté du plateau, on a la défausse. Comme dans toute mécanique de deck building qui se rapproche du jeu, on va venir jouer nos cartes et les mettre dans la défausse ensuite après. Une fois qu'on a vu ce personnage, on va pouvoir passer... Bon, c'est nul ça. Donc notre personnage va, comme je le disais, parcourir le plateau. Alors ce plateau, il va être représenté par une ville au milieu, une ville de départ, à partir de laquelle tous les personnages vont se déplacer et parcourir les différents endroits. On voit qu'aux quatre coins de ce plateau-là, on a des villes qui sont nommées, et puis aussi différents lieux. Tous ces lieux sont reliés par des chemins. On voit certaines icônes sur ces chemins. Ce sont les coûts à payer pour se déplacer d'un endroit à un autre. On verra ça un peu plus tard. Certains lieux sont ce qu'on appelle des lieux maudits dans le jeu. Donc les lieux qui sont ici, un peu plus colorés que les différents. Et puis les lieux aux quatre coins du plateau. Sur le plateau, on va trouver les lieux maudits, les canyons que l'on trouve ici, les ruines aussi. Ce type d'image-là représente des ruines. Et puis le reste, ce sont ce qu'on appelle dans des cases de désert, dans lesquelles on va pouvoir se déplacer et chercher les aventures. Donc pour terminer sur ce plateau, ici on va retrouver tout autour du plateau le marqueur de points de victoire, ce qu'on appelle des points de cran dans le jeu, avec aussi quelques informations, les différentes icônes qui sont utilisées dans le jeu, et ainsi qu'à l'autre bout, là, les différents achats que l'on peut faire de façon régulière. De ce côté-là du jeu, on va avoir plusieurs informations. D'abord le tableau des primes qui sont ici, qu'on va pouvoir aller chasser sur les différents lieux du plateau. Donc une prime, là, qui fait partie des catégories primes mort ou vive, qui sont celles qui sont un peu plus costauds à aller affronter. Ça va être plusieurs caractéristiques qui vont être notées sur la carte. D'abord, le lieu où on peut les retrouver. Donc, par exemple, ce personnage se trouve dans des ruines, celle que j'indiquais tout à l'heure, celle par exemple ici. Toutes sortes de ruines, on va pouvoir trouver ce personnage-là. Ici, le niveau de ressources de dégâts qu'il va falloir infliger à ce personnage pour réussir à l'éliminer. Et enfin, la récompense que l'on va gagner en réussissant à chasser ce personnage. Donc chaque emplacement de ce tableau de primes est représenté. Donc chaque paquet de primes mort ou vif se termine la dernière par une carte monstre qui sont vraiment les boss du jeu, qui font partie notamment des conditions de fin de victoire, on y reviendra. Un peu plus haut, nous avons deux types de paquets de rencontres.
Les rencontres qui sont ici sont des rencontres classiques qu'on va pouvoir avoir effectuées sur les différents lieux plus classiques du jeu, c'est-à-dire les lieux qui ne sont pas des lieux maudits. Et selon l'endroit où on se trouve, si on est dans le désert, les ruines ou les canyons, on va être amené à lire le texte et à faire des choix de jeu. C'est l'aspect narratif qu'on va retrouver à travers ce type de carte. Donc là, ce sont les cartes normales et les rencontres maudites qui sont qu'on peut visionner ici, qui sont différentes parce qu'elles ont déjà un dessin et puis qu'on va pouvoir retrouver dans les lieux maudits et avec des choix en fait en fonction de la carte que l'on pioche. À chaque fois que l'on pioche une carte, mais ça on n'a pas besoin de... Donc dessous là, on voit un paquet de lieux maudits qui sont des lieux il y a les rencontres qu'on va retrouver dans les différents lieux maudits du jeu qui sont ici et aux quatre coins du plateau avec là des choix à faire avec une mécanique un petit peu différente, on y reviendra plus tard. Donc dessous on a un deuxième paquet de cartes qui sont là les lieux maudits que l'on va pouvoir et les rencontres qu'on va pouvoir faire dans ces différents lieux. Donc de l'autre côté du plateau qui est ici, on va pouvoir avoir aussi plusieurs informations à aller chercher sur ce plateau-là. Comme je vous disais, les coûts d'achat de certains matériels, de certains composants. Ici, donc, on a le magasin. Lorsqu'on est à San Andreas, on va pouvoir faire ses achats et acheter ces types d'objets que l'on mettra après dans notre espace de jeu. Chaque objet a un coût et puis a une fonction et impose parfois de dépenser des ressources pour pouvoir déclencher ces effets. Nous avons aussi ici des jobs qu'il va falloir remplir pour gagner soit de l'eau, qui est la monnaie du jeu, qui remplace les dollars, soit du cran, les points de victoire. Et enfin, nous avons juste en dessous ici un autre tableau de primes qui sont des primes plus classiques, on va dire des primes génériques, avec là aussi leur localisation, les dégâts infligés et puis les primes, avec la particularité, c'est que ces primes sont recto-verso. Une fois qu'on a éliminé une de ces primes, on ne gagne pas la carte, on la repose, mais en la tournant. Avec chaque recto et verso ont des caractéristiques légèrement différentes. Dernière chose qu'on va pouvoir retrouver aussi sur le plateau, ce sont ces petits pions qui représentent en fait les différents artefacts qu'on va pouvoir aller piocher dans le jeu. On va pouvoir aller chercher et ajouter à notre pile de cartes. Donc, le joueur va avoir ses cartes en main à la fin de la phase d'improvisation. On va jeter un petit coup d'œil sur les différentes cartes et les différentes ressources pour vous expliquer quelles sont les ressources à dépenser dans quelles circonstances dans le jeu. Donc, il y a plusieurs icônes que l'on va retrouver sur les cartes. En haut à gauche, ce sont en gros les ressources que la carte amène, que l'on va pouvoir dépenser en jouant cette carte. Par exemple ici, cette carte nous amène 4 O, donc 4 pions O. Donc l'eau est la monnaie dans le jeu, donc c'est ce qui va nous permettre d'acheter des objets notamment. Et ici, un point de malédiction. La malédiction, c'est un trait que l'on a sur sa fiche de personnage, qui va augmenter ou qui va diminuer selon les circonstances. Mais si notre curseur arrive sur notre seuil de malédiction qui est indiqué ici, ça va entraîner un effet particulier qui est de retourner notre carte de personnage et notre personnage devient maudit. Et donc là, le personnage acquiert des caractéristiques différentes. Généralement, il est plus violent, mais il acquiert aussi des pénalités. En rediminuant son seuil de malédiction en dessous du curseur, on va pouvoir retourner la carte de nouveau sur le côté normal. Donc, l'eau et la malédiction. Nous avons aussi l'attaque, qui est indiquée ici. Donc, à chaque fois que l'on va essayer d'éliminer des hors-la-loi, des créatures, des monstres, il va falloir atteindre un certain nombre de points d'attaque qui vont être générés par ce type de carte. Le déplacement, qui est là, qui va surtout nous servir pour nous déplacer évidemment entre les différents lieux, comme on peut le voir sur les icônes qui sont entre les différentes cases du plateau. Sur les chemins, vous voyez, on voit plusieurs icônes qui sont là. Tout simplement, ça veut dire que quand on se déplace de cette case à cette case,
on va dépenser 2 points de mouvement. Ces 2 points de mouvement seront générés par ce type de carte. Voilà. Un tour de jeu dans Few and Curse, c'est 4 phases différentes que chaque joueur va faire. Chaque phase étant jouée par tous les joueurs à la suite, avant de passer à la phase suivante. Donc la première phase, c'est la phase d'improvisation. Au début d'un tour de jeu, un joueur a 4 cartes en main. Il les aura piochées dans la phase d'entretien au tour d'avant, à la fin du tour précédent. Donc il a 4 cartes en main. La phase d'improvisation, c'est tout simplement aller regarder les 2 cartes du dessus de la pile d'amélioration, du paquet amélioration, et choisir une des 2 cartes que l'on va ajouter à sa main directement et l'autre sera défaussée. Donc la deuxième phase est la phase de rencontre. En fonction d'où se trouve le personnage sur le plateau, il va avoir accès soit au magasin et ou au job, soit aux différentes rencontres qui vont se trouver sur le plateau. Le magasin va permettre d'acheter des balles, des munitions, augmenter son seuil de malédiction, faire varier un petit peu en fait son plateau de personnages. Mais va permettre aussi d'acheter des objets qui sont ici présentés. On peut acheter autant d'objets que notre coût nous le permet, nos ressources en eau nous le permettent. Ou alors, on peut aller chercher dans la pile job, piocher des jobs et en garder un pour essayer de le réaliser plus tard dans la partie. Donc un job, c'est plusieurs contraintes. Les contraintes ici permettent d'indiquer combien de ressources, là, dans ce cas-là, de déplacement à dépenser en un tour de jeu pour pouvoir remplir ce job. Ensuite, ce job permettra de gagner les récompenses qui sont en haut de la carte. Quand on est à San Andreas, quand on va chercher un job, on peut aussi en vendre, c'est-à-dire s'il y a un job qu'on n'a pas rempli, on peut le vendre à ce moment-là également. Les jobs qui n'étant pas remplis font perdre des points de victoire à la fin de la partie, donc ça peut être intéressant malgré tout d'aller vendre ceux que l'on qu'on ne compte pas remplir. La deuxième possibilité, si on se trouve ailleurs sur le plateau, ailleurs qu'à San Andreas, c'est de faire des rencontres. Ces rencontres peuvent être de 2 types, soit des rencontres normales, soit des rencontres maudites. Les rencontres normales et les rencontres maudites ont 2 dos différents pour bien les reconnaître. Les rencontres normales vont pouvoir avoir lieu dans les canyons, les déserts ou les ruines du plateau. En fonction d'où se trouve notre personnage, par exemple ce personnage se trouve dans les canyons, celui-ci se trouve sur des ruines, il va lire une partie différente de la carte et va réaliser ce qui se passe. Donc généralement, ce sont des événements qui nous permettent de mieux appréhender, mieux connaître le monde de The Few and Curse, vivre des aventures et gagner ou perdre ou dépenser des ressources. La rencontre maudite, comme par exemple pourrait le faire ce personnage-là dans ce lieu maudit, va être un petit peu différente. Là encore, il va y avoir plusieurs choix, mais ce sont les choix qui vous sont proposés. Vous en prenez un des 2. Généralement, les 2 premiers imposent de dépenser des ressources pour gagner ou pour gagner d'autres ressources ou gagner des points de victoire ou effectuer une action. Et la dernière, si vous ne souhaitez pas prendre une des 2 premières, vous tombez dans le troisième cas qui vous généralement est plutôt pénalisant, vous fait perdre des points de vie ou gagner de la malédiction, etc. La troisième phase d'un tour de jeu, c'est la phase d'action, dans laquelle on va jouer des cartes pour générer des ressources, notamment, et se déplacer, attaquer, etc. La première action disponible, il y en a plusieurs dans cette phase d'action, c'est la possibilité de faire un camp. Faire un camp a un intérêt particulier dans The Few and Curse, c'est qu'au bout d'un certain temps, on va épuiser, en piochant des cartes, on va épuiser notre deck. Et quand notre deck est épuisé, qu'on ne peut plus piocher de cartes, notre personnage va directement retourner à San Andreas à la fin du tour. Ce qui fait que s'il était en train de progresser vers un objectif particulier, il fait demi-tour. Le fait de retrait à San Andreas
permettra de remélanger son deck. C'est ce qui est possible grâce à l'action quand. On reste sur le lieu. Au lieu d'aller chasser la prime ou de se déplacer, on refait tout simplement son deck en remélangeant sa défausse, sa main, pour avoir un nouveau deck. C'est la première action possible. La deuxième action, c'est de faire une rencontre. De la même façon que l'on a fait une rencontre magasin, job ou maudite lors de la phase précédente, on va avoir cette possibilité renouvelée de refaire exactement la même action. La troisième possibilité va être de réaliser l'action personnelle du personnage. Certains personnages ont une capacité particulière, notée action, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir la mettre en jeu. Autre possibilité, on va aussi avoir la possibilité d'attaquer, de voler un autre joueur, mais pour ça, il va falloir remplir un certain nombre de conditions, notamment de produire des ressources d'attaque qui correspondront au double de la valeur de la santé du personnage attaqué. Autre possibilité, si notre personnage se trouve dans un des coins, on va aller pouvoir chercher un artefact qui est présent ici. Les artefacts sont des cartes puissantes qu'on va retrouver et qu'on va les piocher et qu'on va pouvoir ajouter à notre deck. Elles rapportent à la fin de la partie des points de victoire, mais lorsqu'on les joue, généralement, ils produisent des ressources en quantité assez importante. Dernière chose, lors de cette phase d'action, les chasseurs de primes vont pouvoir aller à la chasse hors la loi ou aux monstres. Comme je vous l'ai déjà détaillé, il y a deux types de primes. Les primes qui sont simplement recherchées, qui sont de ce côté du plateau. Et là, on va attaquer ces primes-là en produisant les ressources qui sont indiquées là. Donc pour attaquer ces zombies, il va tout simplement falloir jouer les cartes qui correspondent dans cette phase de tour de jeu à la valeur d'attaque nécessaire. Donc dans ce cas-là, 3 points d'attaque. Je joue ces 3 points d'attaque et donc j'élimine ces zombies qui nécessitent 3 points d'attaque pour être éliminés. Quand c'est comme ça, je récupère la récompense qui est indiquée en bas de la carte, je retourne la carte et je la repositionne à l'emplacement qui est le sien. Ce sont des rencontres, des primes génériques, donc qui vont être présentes tout au long de la partie. Ça, c'est le premier type de prime que l'on peut toucher. Le deuxième type est les primes morts ou vifs qui sont de l'autre côté du plateau, qui sont déjà beaucoup plus difficiles à remplir, et en plus qui vont épuiser chaque emplacement de piles morts ou vifs. Il faut savoir que quand on élimine en produisant autant de ressources qu'indiqué là encore la carte, on la met dans son espace de jeu, ça nous rapportera des points de victoire à la fin de la partie, et on va ensuite, à la fin du tour, retourner la carte qui est dessous. Au fur et à mesure, on va épuiser la pile, et c'est les dernières cartes qui sont positionnées sont les gros monstres du jeu. Et c'est comme ça qu'ils vont apparaître généralement au cours de la partie. Quand on retourne une carte monstre, on va positionner la figurine à la ville indiquée. Donc par exemple, ce démon blanc va apparaître à expédition. Donc il est placé ici. Mais au début d'un tour de jeu, normalement, c'est pas présent. Donc il va apparaître. Et c'est lors de la dernière phase d'un tour de jeu, la phase d'entretien, que ce monstre se déplacera. Lors du combat, on va aussi avoir également la possibilité d'utiliser, par exemple, des objets pour produire ces types de ressources. Il y a plusieurs types d'objets. Des objets comme la Winchester, par exemple, qui produisent des ressources sans contrepartie, vont pouvoir être utilisées une fois par tour. Quand elles sont utilisées, on va pouvoir les incliner comme ça pour indiquer qu'elles ont été utilisées une fois. Et à la fin du tour de jeu, on pourra les redresser. Autre type d'objet, comme ce Colt Walker, lui nécessitera la dépense d'un point de munition pour produire de points de ressources. Et ça, on va pouvoir le faire autant de fois que l'on pourra produire, que l'on aura des ressources de munitions à dépenser. Dernière chose, sur cette phase d'action, il faut savoir également que notre personnage pourra se déplacer avant ou après son action en dépensant des cartes, là encore, qui produiront des ressources de déplacement. Par exemple, je peux très bien attaquer un personnage, un monstre qui se trouve localisé dans des canyons, et après
déplacer mon personnage pour qu'au tour suivant, je sois dans une ville ou rentrer à San Andreas, etc. À noter également dans le combat, donc qui est quand même un élément, une action relativement importante dans le jeu, on va produire des ressources d'attaque grâce à nos cartes, mais aussi on va avoir la possibilité de produire des ressources d'attaque en dépensant des munitions, qui est un des traits notés sur notre fiche de personnage. Notre maîtrise des armes nous permet de dépenser un certain nombre de munitions pour produire un certain nombre de ressources d'attaque. Elles sont dépendantes des personnages. Par exemple, si on prend Gebedia, il va dépenser 2 munitions et il ne produira que 3 ressources d'attaque. Redhead, par exemple, elle est plus puissante à ce niveau-là. Elle dépensera 2 munitions, mais produira 4 ressources d'attaque. Donc la dernière phase d'un tour de jeu est la phase d'entretien. Dans cette phase d'entretien, on va avoir la possibilité de défausser s'il nous reste des cartes en main, comme par exemple celle-ci, si je n'ai pas tout dépensé, sachant que il faut noter que toutes les cartes qui ont été jouées lors des différentes phases sont défaussées à la fin d'une phase. C'est-à-dire si vous avez joué des cartes lors de la phase rencontre, ces cartes seront défaussées et elles ne seront plus disponibles pour la phase d'action. Donc s'il me reste une carte en main, je vais avoir la possibilité de la défausser et ensuite en piocher 4. Si je souhaite garder cette carte en main, je vais en piocher 3 pour en avoir jusqu'à 4 en main à la fin du tour de jeu. Si à ce moment où je pioche les 4 cartes pour refaire mon deck, j'épuise mon deck ici, je vais retourner là encore à San Andreas. Je vais redéplacer mon personnage à San Andreas pour refaire mon deck. Autre point important lors de cette phase d'entretien, si des monstres sont sur le plateau, comme on a pu le voir tout à l'heure, s'ils apparaissent lorsqu'on a épuisé des piles de rencontres mort ou vif, une fois qu'elles sont sur le plateau, ces monstres vont se déplacer. C'est à cette phase-là. Ils vont se déplacer d'un espace par tour de jeu. Par exemple, ce monstre-là, s'il est ici, il va se déplacer d'une case, puis au tour suivant, il se déplacera d'une autre case, puis au tour suivant, une autre case, et enfin, il arrivera à San Andreas. Lorsqu'un monstre arrive à San Andreas, cela signifie la fin du jeu. On comptabilisera les points de victoire à ce moment-là. Lorsqu'un monstre entre sur la case d'un personnage, ce dernier perd un point de vie. Quand il y a plusieurs possibilités de déplacement d'un monstre pour retourner jusqu'à San Andreas, sachant qu'il faut toujours choisir le chemin le plus court, il va préférer se diriger vers une case où est présent un personnage. Une fois que tous ces points-là sont passés en revue, on va changer le marqueur premier joueur dans le sens horaire et le tour de jeu se termine. Une partie de The Fionkers se termine selon 3 modalités. Si 3 monstres ont été éliminés, ils sont apparus sur le plateau et ils ont été éliminés par les joueurs, on termine le tour de jeu et on arrête la partie. Si tous les pions artefacts que je vous ai présentés tout à l'heure ont été trouvés par les joueurs, on termine le tour, la partie s'arrête. Enfin, comme je vous l'ai dit tout de suite, si un monstre termine le tour de jeu lors de la phase d'entretien dans San Andreas, la partie s'arrête, on calcule les points de victoire. Donc à la fin de la partie, au point que l'on aura gagné durant tout le jeu, qui sera symbolisé et représenté par notre marqueur sur la piste de score, on pourra ajouter les points de victoire de certains des jobs qui précisent qu'ils sont comptabilisés à la fin du jeu, et également les différents artefacts qui auront été trouvés par les joueurs qui permettront de gagner des points de victoire à la fin de la partie qui seront comptabilisés. Évidemment, on fait la somme de tout ça, le meilleur joueur étant celui qui remporte le plus de points de victoire. Voilà pour cette présentation de The Fionkers. Si vous avez des questions, des remarques, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour vos attentions et à bientôt.